Bonjour, je suis Paola Yalaborda et je vais vous parler des lacs arctiques sur l'île Victoria à Nunavut qui agissent comme potentiel puits de CO2. Pour commencer, on doit penser aux lacs comme des organismes vivants. Ils utilisent la lumière, la matière organique et les nutriments qui viennent du bassin versant et du sol pour produire la biomasse. Cette biomasse correspond à tout le réseau trophique à l'intérieur d'un lac. Dans ces réseaux, les organismes photosynthétiques utilisent une partie de CO2 de l'atmosphère pour la photosynthèse et ils respirent pour produire du CO2 vers l'atmosphère en même temps que le reste des organismes qui respirent aussi. Le balance entre la production des biomasses et la respiration nous donne le métabolisme d'un lac, qui peut être autotrophe net quand la production primaire brute est plus élevée que la respiration, ou hétérotrophe net quand la respiration est plus importante que la production primaire brute. Donc, en gros, on peut dire qu'il s'agisse soit comme des puits ou des sources de CO2. En Arctique, on peut trouver des lacs qui ont un grand apport de matière organique qui vient du sol. C'est le cas des lacs exposés au dégel du pergélisol. Cette matière organique bloque la lumière et empêche la photosynthèse, mais elle favorise la respiration. Ce genre de lacs sont souvent hétérotrophes nets. Contrairement, il y a des lacs oligotrophes qui sont sur du sol rocheux, pauvres en matière organique et qui ne subissent pas les effets du dégel du pergélisol encore. Ils ont l'eau transparente qui laisse passer la lumière et permet qu'il y ait plus de production primaire que de respiration. On voit donc une grande variation métabolique dans les lacs de l'Arctique. Sachant qu'il y a tellement de variations, l'objectif de cette étude est de déterminer l'état métabolique des lacs du bassin versant du lac Grainer pendant la saison sans couvert de glace. De plus, nous avons évalué l'effet du bassin versant sur le taux métabolique des lacs pour savoir s'il existe un apport de matière organique provenant du sol. Pour ce faire, nous avons échantillonné 35 lacs connectés et isolés pendant l'été 2018 et 2019 dans le bassin versant du lac Grainer qui est formé par à peu près 6500 lacs, dont le 84% sont plus petits que 5 hectares et jusqu'à 97% ont moins de 2 mètres de profondeur. Ce bassin versant est situé dans l'Arctique canadien sur l'île Victoria en Nunavut. Cette région est sur du pergélisol continu et à date, le dégel du pergélisol n'a pas été observé. Ainsi, nous avons mesuré la concentration des nutriments et carbone organique dissous dans l'eau. L'état métabolique des lacs a été mesuré avec un balance des masses de l'isotope stable O18 dans l'eau et l'oxygène dissous et la production primaire dans différents compartiments des lacs à l'aide du carbone 14. Finalement, on a mesuré plusieurs variables de connectivité, inclus l'air du lac, du bassin versant, le couvert de végétation et zones humides dans chaque bassin versant. Ce que nous avons trouvé. Premièrement, pour le phosphore total, on n'a pas trouvé de différences significatives entre les lacs connectés et isolés. Par contre, il y a des différences significatives pour l'azote total et le carbone organique dissous entre les deux types de lacs. Finalement, pour le métabolisme mesuré avec le balance des masses d'O18, on a trouvé que la plupart de nos lacs, soit connectés ou isolés, ont un métabolisme autotrophe. Et même les lacs hétérotrophes sont très proches de zéro, ce qui veut dire que la respiration n'est pas trop élevée par rapport à la production primaire brute. On a des différences significatives entre les deux groupes connectés et isolés encore une fois. De plus, on voit que la production primaire nette dans les lacs isolés qui sont petits et pas profonds est beaucoup plus importante que celle des lacs connectés. Les lacs connectés, qui peuvent être plus grands et plus profonds, ont une production primaire nette plus basse en moyenne que les lacs isolés. Pour voir si la production primaire nette était corrélée avec les variables de connectivité, on a fait une analyse des corrélations multiples. Ceci n'a pas montré des corrélations évidentes. Par contre, si on regarde la concentration d'azote et de carbone organique dissous, on voit qu'ils sont négativement corrélés avec la taille du bassin versant, le volume d'eau et la taille du lac. Qu'est-ce que ça veut dire? Que plus un lac est petit et son bassin versant aussi, plus la concentration d'azote et carbone organique dissous est élevée. Ce qui veut dire que les nutriments viennent pas forcément du bassin versant quand il est gros, mais de la matière organique du sol proche du lac ou encore que la matière organique est produite et métabolisée à l'intérieur des petits lacs.
On a analysé donc les lacs connectés et isolés séparément. Ici, on voit la relation entre la respiration et la production primaire brute pour savoir si elles étaient proportionnelles. C'est-à-dire, on veut savoir si la production primaire excède la respiration ou l'inverse. On a trouvé que dans les lacs connectés en violet, les valeurs se suivent. Ça veut dire que la respiration va être proportionnelle à la biomasse produite. Par contre, dans les lacs isolés, en vert, on a un peu plus de variabilité où on peut avoir plus de production primaire que de respiration. Cette variabilité dans les petits lacs peut être expliquée par leur taille et leur volume, où on voit une plus forte concentration de nutriments qui va alimenter pas seulement les producteurs primaires, mais aussi les micro-organismes hétérotrophes et va faire que le cycle métabolique soit aussi plus rapide et variable. Finalement, on voulait voir dans quel compartiment dans les lacs on trouve plus de production primaire. Avec des incubations d'eau de la zone pélagique et des tapis microbiens provenant de la zone benthique, on a pu estimer la production primaire dans les deux compartiments des plusieurs lacs connectés et isolés. Ce que vous voyez dans la figure, c'est qu'en moyenne, les lacs isolés ont plus de production primaire que les lacs connectés. Mais on voit ça surtout dans la zone benthique, ce qui est en accord avec la littérature. À droite, on voit une figure avec l'importance relative des contributeurs d'énergie dans les lacs arctiques. On voit avec les flèches que dans les deux cas, les tapis microbiens en noir sont plus importants que le reste des contributeurs, soit dans des étangs ou des lacs profonds, comparé à des contributeurs comme le phytoplancton, les bactéries ou la matière organique alloctone. Ce qu'on voit dans les deux types de lacs, les étangs et les lacs profonds, c'est que les tapis microbiens qui couvrent tout le fond des lacs isolés et peu profonds ont accès à la lumière grâce à la transparence de l'eau et une plus haute concentration de nutriments, ce qui est moins prononcé dans les grands lacs sur des sols rocheux où on trouve moins de nutriments et des tapis microbiens moins développés. Et ils sont aussi moins exposés à la lumière dans les zones profondes. Ces résultats nous montrent l'importance des lacs peu profonds pour le cycle du carbone. Maintenant, on revient au bassin versant du lac Rainier. En sachant que le 84% des lacs dans le bassin versant sont plus petits que 5 hectares, on voit qu'ils jouent un rôle important dans le cycle du carbone dans cette région. Même si leur petite taille paraîtrait peu importante, c'est dans ces lacs où on trouve plus de production primaire grâce aux tapis microbiens qui sont très actifs pendant la saison d'été, devenant un puits de CO2. Ces petits lacs, à cause de leur taille, sont exposés en même temps à une forte évaporation, vu que la région n'a pas énormément de précipitations pendant cette saison, ce qui peut être intensifié avec l'augmentation de la température en Arctique. Les températures plus hautes peuvent avoir un deuxième effet sur ces petits lacs avec le dégel du pergélisol, qui peut changer drastiquement la concentration de matière organique qui rentre dans l'eau. Tous ces changements peuvent faire que l'état métabolique des lacs change vers un état plus hétérotrophe, devenant donc des sources de CO2 vers l'atmosphère. Pour conclure, on a vu comment les lacs du bassin versant du lac Rainier sont des autotrophes nets à cause de leur taille et leur profondeur qui fait que leur métabolisme soit rapide, permettant que la production primaire brute soit plus élevée que la respiration. C'est pour cela qu'on peut dire que les lacs dans ce bassin versant arctique agissent comme des puits potentiels de CO2 pendant la saison 5 au vert des glaces. Finalement, on peut dire qu'en Arctique, les lacs petits et peu profonds jouent un rôle important pour le cycle du carbone à cause de l'importante production primaire. Mais ils sont aussi plus vulnérables au changement climatique à cause de leur petite taille et ils peuvent rapidement changer d'état métabolique. Je vais finir par remercier à toutes les sources de financement qui ont fait possible cette étude et finalement à toute l'équipe du laboratoire aquatique de l'UQAC. Merci pour votre attention.